Vous êtes en direct sur latribune.fr, en direct de l'hôtel de ville de Lyon. Merci monsieur le maire de Lyon. Cher Grégory Doucet, comme vous l'avez précisé, la tribune initie un tour de France partout dans les métropoles et les villes parce que c'est du terrain que l'on comprend mieux aujourd'hui les enjeux de la transition écologique. C'est vrai que si on traite ce sujet-là que vu de Paris d'une manière globale, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de sujets, de la vie quotidienne, de votre vie quotidienne. Et pour nous, pour un journal économique, c'est important justement de partir des pratiques, du territoire, du local, des enjeux bien sûr de la décarbonation, comme vous l'avez dit monsieur le maire, en termes mais également de la transformation de l'industrie, des usages en matière de mobilité, de transition énergétique. Tous ces sujets-là vont être abordés en partie ce matin. Nous aurions pu faire un forum qui dure une semaine à Lyon. Il y a tant de sujets. Nous avons dû faire une sélection où on abordera bien sûr les enjeux d'aménagement, d'urbanisme, d'alimentation et également le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, viendra clôturer ici les travaux tout à l'heure. Alors, vous êtes bien entendu en direct aussi sur latribune.fr. Ça permet également que tous ces échanges puissent être suivis non seulement à Lyon, mais partout en France, puisque je rappelle que la tribune aujourd'hui, c'est plus de 37% de croissance d'audience en France l'année dernière. C'est la plus forte croissance sur l'information économique, économie, écologie. Ce va être justement les sujets de cette matinée. À vos côtés, justement, Grégory Doucet, alors cette fois-ci, moi je suis très heureux parce que d'habitude à la tribune, on démarre toujours les débats avec des économistes. Eh bien non, ce matin, on va démarrer avec un sociologue, avec Stéphane Abranches. Vous êtes, j'allais dire, le climatologue, justement, le climatologue de la société. C'est une façon aussi de vous présenter. Ça fait maintenant beaucoup d'années que vous travaillez sur ces sujets-là. Peut-être, on va d'abord aborder un sujet qui est très simple parce que finalement, vous l'avez dit, on démarre cette tournée partout dans les villes. Ça va faire bientôt 3 ans que vous êtes aux responsabilités, Grégory Doucet. On a cette une de notre revue qui est en kiosque en ce moment, Climat, et si on changeait nous aussi? Ma première question, Grégory Doucet, c'est est-ce que vous avez vu les Lyonnais changer depuis 3 ans? Oh, il y a manifestement un certain nombre de comportements, je ne sais pas si on peut les qualifier de nouveaux, mais en tout cas en évolution. Parmi ce qui est le plus significatif, c'est tout simplement l'évolution des mobilités. On voit qu'il y a eu une hausse très très forte de la pratique du vélo. Depuis le début de la mandature, c'est environ plus de 50% de pratique du vélo. Alors, c'est bien évidemment en partie lié au développement des infrastructures, avec pas mal de nouvelles voies cyclables qui sont apparues, mais pas que. Il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande en fait pour nos concitoyennes et nos concitoyens de pouvoir se déplacer plus facilement à vélo. Les transports en commun aussi ont vu leur fréquentation augmenter de 8%, donc c'est assez significatif. Et on voit une diminution de l'usage de la voiture dans la ville, d'environ 10%. Donc on voit sur les mobilités, en plus on peut le chiffrer, il y a des relevés qui sont, que je viens de vous évoquer, qui sont très parlants en fait de l'évolution des pratiques de mobilité au sein de la ville et de la métropole. Stéphane Abranches, je vous ai présenté justement comme le climatologue de la société. Ça fait maintenant, allez, on va dire, plus de 10 ans qu'il y a un vrai tournant, un vrai virage quand on a préparé cet entretien sur aujourd'hui le fait que les sociologues rentrent dans le sujet, dans le débat du climat. Peut-être il n'est jamais trop tard, mais encore que vous, ça fait maintenant depuis un certain nombre d'années, plus de 10 ans que vous travaillez sur ces sujets-là. Comment se fait-il justement que, quand on sait qu'aujourd'hui la transition écologique, un des leviers forts, c'est la capacité des citoyens à agir, pourquoi les sociologues sont arrivés si tard sur ce sujet du climat ? C'était deux raisons. Donc oui, je travaille là-dessus depuis 20 ans. J'étais le premier et le seul pendant plusieurs années à le faire. Et pourquoi j'étais le seul ? Vous êtes un pionnier. Donc vous avez ici ce matin devant vous le pionnier du climat, le climatologue de la société. Ouais, un peu. C'est pas parce que je veux être pionnier, c'est que en fait je m'ennuie trop à refaire ce qui a déjà été fait. Donc je vais toujours vers des nouveaux sujets. Mais ça, c'est un biais psychologique.
Pourquoi? En fait, tout d'abord, quand on parle de climat ou de biodiversité, la première réaction, c'est de penser que c'est un enjeu scientifique, donc des molécules dans la haute atmosphère, ou alors le vivant. Et donc, c'est au boulot des chimistes de l'atmosphère ou des biologistes de dire ce qui se passe. Certes, sauf que si derrière la crise sur la biodiversité, sur le changement climatique, etc., sont provoquées par des actions humaines, il y a un moment donné, il faut bien que les sciences humaines, sociales, des comportements rentrent. Donc, de la part des sciences naturelles, on avait souvent une drôle de réaction pour dire mais qu'est-ce que vous faites là? Le climat, c'est une question d'atmosphère, donc vous n'avez rien à faire là. Et moi, je trouvais ça bizarre parce que les mêmes scientifiques me disaient c'est une cause humaine. Alors, je ne comprenais pas trop la contradiction. Deuxième chose, et ça, je renvoie la balle quand même à mes collègues sociologues, c'est que les sciences sociales, notamment en France, francophones, ont tendance à dire le social s'explique par le social. Ce qui veut dire que quand on essaye de voir s'il y a de la biodiversité et comment on rentre en interaction avec, ce n'est pas du social, c'est de la biologie, donc on n'analyse pas. Et même chose pour les molécules. Donc c'est un peu on se regarde dans le chien de fusil comme ça, on me dit mais qu'est-ce que tu fous là et qu'est-ce que je fous là? Et les choses ont beaucoup évolué. J'ai remarqué un tournant autour de 2012 où là il y a une forte demande pour des sciences sociales, des sciences politiques, la sociologie, même l'anthropologie moderne, ce que je trouve très cool comme manière de faire les choses, qui nous disent pourquoi dans la tête des gens on veut aller de l'avant ou pas. Et parfois, on veut, mais on ne peut pas, ou parce qu'on a autre chose à faire, parce que, etc. Et donc, notre gros boulot au départ, ça a été de faire attention à expliquer correctement pourquoi les gens rentraient dans une forme de comportement qui pouvait être définie comme étant climat. Vous parliez de vélo. La raison pour laquelle les gens ne faisaient pas de vélo, ce n'est pas parce qu'ils étaient anti-climat, et ce n'est pas parce qu'ils sont pro-climat qu'ils font plus de vélo, c'est parce qu'il y a moins de risques d'accidents sur les routes. Tout simplement. Ça n'a rien à voir avec le climat. Donc, les types de questions qu'on soulève et les types de réponses qu'on apporte, c'est de dire, est-ce que ça, c'est vraiment climat et ça, non. Et si on comprend les freins et les moteurs de changement de comportement correctement, là, on peut commencer à faire de la meilleure préconisation pour ce que vous mentionniez tout à l'heure sur l'amélioration de l'acceptabilité, ou en tout cas de l'appropriation des mesures, et aller plus loin que simplement accepter qu'une politique publique existe, mais de fait, sortir, prendre son vélo et l'utiliser. Vous-même, Stéphane Labranche, vous êtes donc coordinateur scientifique du GIEC aux sociologues du climat. Ça veut dire que vous travaillez bien entendu sur des expérimentations en France dans des territoires. Quels sont les enseignements justement que vous pouvez nous partager ce matin, plutôt justement sur les expériences qui sont menées à l'échelle locale? On disait tout à l'heure, c'est une initiative, on a souhaité en tout cas lancer cette tournée ici à Lyon. Lyon en tout cas aujourd'hui est une des villes moteurs sur ces sujets en matière de transition écologique et de climat. Vous, les expérimentations que vous voyez avec les maires, comment ça se passe? Quel est le retour justement des habitants? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle du local que vous pouvez accompagner aux côtés des maires? Oui, je suis coordonnateur scientifique du GIECO, qui est le groupe d'experts international sur les changements de comportement et non pas sur le climat. Et donc, une partie de nos enjeux fait partie du climat, de la biodiversité. Et ce qu'on aime, ce qui nous intéresse, ce sont les moteurs de changement. Pas seulement ce qui se passe dans nos têtes, mais ce qui se passe sur un territoire et la manière dont une organisation va fonctionner. Et ce qu'on a remarqué, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours les mêmes villes qui ressortent en France, qui sont précurseurs, qui font des choses avant la loi. Une fois que la loi arrive, ils se disent « Ah non, nous, on ne veut pas simplement respecter la loi, on va aller plus vite. » Donc, on fait quelque chose en plus. Et donc, les exemples que je donne toujours, c'est Grenoble, Lyon, Paris. En général, c'est les trois villes qui se démarquent. Elles ont chacune leur spécificité territoriale. J'avais déjà en 2008 travaillé sur la question de la mobilité et de l'adaptation au changement climatique pour le Grand Lyon, avant que même le GIEC le fasse. Et donc il y avait vraiment quelque chose de précurseur ici. Et ça renvoie, et ça c'est un des éléments qui ressort de nos analyses, ça renvoie en fait à une culture d'organisation. La culture organisationnelle d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise fait qu'on est plus ou moins apte à prendre des risques, à innover. Le droit à l'erreur, si on vous dit oui, innovez, et à chaque fois que vous innovez, que vous faites une erreur, on vous tape sur les doigts et que vous ne pouvez pas monter la hiérarchie ou que vous faites engueuler, à un moment donné, vous ne le faites plus, c'est humain. Alors justement, donc comment institutionnaliser ces questions de droit à l'expérimentation, de dire bon là, on s'est gouré, on en rigole, on prend un petit coup, on évalue,
soit on se dit ça, on ne fait plus jamais, ça ne sert à rien, soit on se dit, il y a peut-être moyen d'améliorer, et c'est là que les sciences du comportement rentrent en jeu, pour tenter d'évaluer où ont été commises les erreurs et comment les compenser, les réparer, ne pas faire la même chose plus tard. Et donc ça, ces expérimentations-là, il y en a eu plein sur les ZFE, sur la mobilité, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Il reste beaucoup de choses à comprendre encore. L'alimentation urbaine, le verdissement, bon voilà. Tous ces sujets-là, on va les aborder au fil de la matinée. Peut-être Grégory Doucet, concrètement, on l'évoquait tout à l'heure, Lyon a été choisi par la Commission européenne justement dans un programme qui s'appelle 100 villes neutres pour le climat pour l'Union européenne. C'est une bonne chose. C'était en avril dernier, je me rappelle la rédaction ici du bureau de Lyon avait traité ce sujet. Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Lyonnais? Qu'est-ce que c'est des moyens supplémentaires pour la ville de Lyon? Qu'est-ce que ça va produire justement ce programme? Des moyens supplémentaires. On l'espère, puisqu'on est maintenant dans, on va dire dans ce club, si j'ose dire, des 100 villes qui ont été sélectionnées par la Commission européenne et qui vont avoir la possibilité d'un accès privilégié à un certain nombre de financements qui vont être fléchés. Pour autant, ils n'ont pas encore été distribués, et pour pouvoir avoir accès à ces financements, il conviendra de déposer des propositions de projet, mais on est dans ce club fermé des 100 villes. Voilà. Ce que ça change d'abord, c'est qu'on a un objectif commun. C'est ça qui est fondamental. Stéphane, vous disiez un petit peu plus tôt voilà, qu'il y a des ressorts à aller actionner pour mettre en mouvement. Notamment, vous parliez du droit à l'erreur. Bon, si on veut se mettre en mouvement, il faut aussi qu'on fasse des efforts dans la même direction, qu'on choisisse d'aller ensemble vers le même objectif. La neutralité climatique, je le redisais tout à l'heure, qui est une neutralité carbone sur 2 scopes, 1 et 2, elle nous donne un objectif commun. C'est déjà, on va dire, c'est un premier pas si on veut pouvoir se mettre en mouvement vers la décarbonation, parce que la décarbonation peut rester une belle intention, une évocation qui reste un petit peu comme ça dans les limbes, mais après il faut décliner ça de manière très concrète. Et l'intérêt de ce programme de la Commission européenne, c'est qu'il s'intègre d'abord dans une politique globale, mais il va nous donner, alors peut-être, je le disais tout à l'heure, peut-être des ressources, il nous permet aussi d'aller chercher des expertises, et il nous permet de fédérer. Ça, c'est fondamental, de pouvoir se mettre ensemble, se connaître les initiatives qui existent, et il y en existe des centaines, des milliers déjà à Lyon, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives, qu'elles soient prises dans les entreprises, dans les associations, dans les universités. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises. À nous, et c'est ça là, j'ai envie de dire l'intérêt d'abord de ce programme, à nous, de les fédérer, de les faire se connaître, de les faire se reconnaître, de les faire travailler ensemble aussi, parce que peut-être que vous avez la solution au problème que mon voisin de droite se pose, et inversement. Si vous ne vous parlez pas, cette solution, vous la garderez peut-être de votre côté. Donc on a besoin de prendre conscience qu'on est très nombreux à vouloir aller dans la même direction. Et ce programme, c'est d'abord ça qui va nous permettre de réaliser. Alors justement, plus de cohésion, plus de travail collectif. Stéphane Labranche, sur cette question du climat, moi je voudrais évoquer peut-être la question de la justice sociale, une transition juste. On est encore en hiver, il y a, on le sait, beaucoup de problématiques chez des ménages français sur cette question du coût de l'énergie. On a encore en souvenir la question du mouvement des Gilets jaunes, qui avait été aussi un élément de réaction face à justement une transition peut-être écologique qui n'était pas totalement juste. Cet enjeu d'acceptabilité, l'équation, comment vous l'étudiez en tant que sociologue sur il faut que cette bataille du climat, elle soit juste pour tout le monde, et comment les élus locaux peuvent l'y appliquer? Alors, quand on essaie de comprendre cette question de l'appropriation, de l'acceptabilité sociale, on va bien entendu regarder, par exemple, le levier prix, puisque vous aimez bien l'économie, mais les sociologues arrivent pour dire il y a peut-être aussi d'autres facteurs qui, au quotidien, nous amènent à faire un choix. L'habitude, le confort. Quand on pense qu'on nous demande de baisser le chauffage parce qu'il va peut-être y avoir une crise énergétique pendant l'année et que les prix vont augmenter, en fait, dans la population générale, la facture arrive au mois d'avril, au mois de mai, et en fait, c'est après qu'on a eu froid. Donc, quand on a froid, si on peut, on monte le chauffage. Donc, le levier prix, surtout quand il est un peu après, fonctionne plus ou moins bien, et ça, on l'a remarqué sur les questions de rénovation des copropriétés aussi, où en fait, il y a beaucoup de projets qui sont abandonnés avant même de savoir combien ça peut coûter.
Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie d'avoir des travailleurs à l'extérieur de leur fenêtre avec le bruit, la poussière qui rentre, etc. Donc, et puis en plus, tous les problèmes de décision collective. Donc l'idée, elle est un peu là, c'est d'essayer de comprendre ces différents, incluant le levier prix, ces différents critères qui amènent les gens à peut-être vouloir, mais avoir des difficultés. Deux grands principes. Le premier principe, à partir duquel pour moi il faut partir, c'est que le cerveau est paresseux. Et donc il faut accompagner, mais pas avec des injonctions. Vous dites aux gens, c'est super bon d'être végétarien pour l'environnement. Ben non, c'est une injonction qui ne mène à rien. Invitez-les à la maison, faites un bon repas végétarien. Et ils repartent avec la recette. Là, vous allez convaincre les gens. Vous voulez qu'ils changent de mode de transport, ne dites pas prenez les transports en commun. Non, ils ont besoin d'aide pour aller du point A au point B, au point C, avec des contraintes de temps, le soir, avec 2 enfants, etc., etc. Donc, il faut vraiment rentrer dans du pragmatique. On ne peut pas rester à un niveau théorique de l'injonction ou d'un idéalisme écologique trop fort. Donc, moi, personnellement, et en tant que coordonnateur du GIECO, ce que j'aime bien avec cette expérimentation-là, c'est qu'en fait, c'est hyper ambitieux. Mon côté, moi, personnel, Stéphane Labranche, et en tant que chercheur, je trouve qu'il y a un vrai terrain de jeu là qui vaut la peine d'être investigué, analysé, observé, auquel il faudrait participer. Et il faut présenter ça comme un jeu, comme un défi fun à relever sur des différentes manières de faire les choses, plutôt que, encore une fois, ça avait du serrage de ceinture, c'est la faute des autres, etc., etc. Grégory Doucet, une question que je n'ai pas prévue, mais en écoutant justement Stéphane Labranche, c'est quand on est maire, qu'est-ce qu'on apprend aussi au quotidien, à la fois de ses erreurs, de ses réussites, dans l'exercice de vos responsabilités, justement sur cette priorité du climat? Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement, ce que vous avez, vous, eu par moments comme difficulté, mais aussi comme réussite, qui ont certainement apporté de l'énergie à votre équipe municipale, qui vous ont donné la motivation d'aller plus loin? Ce que disait à l'instant Stéphane sur le côté très pragmatique, et pour moi est fondamental. Je dirais que pour répondre plus précisément à votre question, ce qui nous importe, c'est de pouvoir agir le plus en proximité des attentes, des besoins des personnes. Je vais vous citer un exemple qui finalement revient aussi sur la question de l'acceptabilité que vous évoquiez plus tôt. Quand on a commencé à faire les premières piétonisations aux abords des écoles, on l'a fait pour apporter plus de sécurité aux enfants, pour que les enfants puissent commencer à jouer, pas simplement dans la cour d'école, mais en dehors, pour qu'on puisse végétaliser les abords des écoles. Donc ça participait du verdissement de la ville, pour pouvoir aussi faire en sorte d'établir, c'est ce dont je parle souvent, la ville des enfants, c'est-à-dire une ville où finalement l'espace public est un espace d'épanouissement et d'émancipation pour les enfants. Et bien parmi les enseignements, les observations qu'on a pu faire, c'est que, alors tout au début, certaines personnes, notamment les riverains, parce qu'évidemment on bloquait des rues, étaient plutôt opposés à ce genre de projet. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que les écoles, les parents d'élèves nous en demandent partout. Ils veulent qu'on aille beaucoup plus loin sur la piétonisation des abords des écoles. Et notamment pourquoi? Parce que maintenant, pour ceux qui avaient l'habitude d'emmener leurs enfants en voiture à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont à pied, ils y vont en vélo. Et qu'est-ce qui se passe pour les parents? D'accord, ils lâchent les enfants parce que devant l'école, ils commencent déjà à jouer. Mais les parents, eh bien, ils socialisent. Avant, ça se passait parfois, surtout quand l'espace aux abords des écoles n'était pas très, on va dire, pas très agréable. On lâchait vite son enfant et puis on repartait aussi sec. Surtout quand on était dans sa voiture. Quand maintenant on vient à pied, on est devant l'école, et on rencontre des gens, on discute. On a même des témoignages de parents, de papas. Je me souviens de ce témoignage de papa assez touchant qui disait avant je déposais mon fils à l'école en voiture. Maintenant je viens à pied avec lui. Et bien les 10 minutes que j'ai avec lui le matin, c'est devenu un vrai bonheur, parce que on discute de tout, de rien, c'est parfois de n'importe quoi, mais j'ai ce moment d'intimité avec mon fils que je n'avais pas avant de devoir le faire. Vous voyez, il y a des gains qu'on n'imagine pas, mais qui sont très concrets dans la vie des gens. Voilà. On n'avait pas anticipé qu'on aurait ce retour sur la qualité de vie des parents, parce qu'on faisait ça d'abord pour les enfants, et puis pour, on va dire, apaiser, améliorer la sécurité, verdir la ville. Eh bien, on voit qu'il y a d'autres bénéfices. Ça procède aussi d'une meilleure acceptabilité que vous évoquiez.
remettre de l'humain dans la ville. Peut-être un dernier mot, parce qu'on parle depuis maintenant quelques jours dans l'actualité de la problématique de la ressource eau. Je ne sais pas comment nous allons vivre notre futur été. Peut-être justement sur cette question de sobriété, parce que à un moment donné, vous avez interpellé les Lyonnais sur l'enjeu de la sobriété énergétique dans le contexte de l'actualité. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quels a été justement, on va dire, les éléments atteints qui ont permis en tout cas d'économiser en tout cas de la ressource énergétique? Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur la ressource eau qui va se dérouler dans les prochaines semaines ici à l'échelle de la métropole de Lyon? Alors je vais répondre à l'échelle de la ville. Le plan de sobriété qu'on a mis en place à l'automne nous a permis d'économiser 130 000 kWh grâce à des mesures d'économie d'énergie sur les températures de chauffe, réduction de l'éclairage, etc. Donc on a réussi à faire des économies considérables. Oui, il faut qu'on s'engage aussi sur la question de l'eau, parce que bien évidemment, alors même si ce n'est pas une compétence ville, c'est plutôt une compétence métropolitaine, donc on doit faire ça avec nos amis de la métropole, mais on a le même enjeu effectivement de sobriété, de frugalité sur la question de l'eau. Vous me permettez juste de revenir aussi sur un point que vous avez évoqué, parce que tout à l'heure, vous parliez de combiner la transition juste et la transition écologique. Et là-dessus, le regard de Stéphane, pour moi, est très intéressant. Il peut nous amener à faire évoluer nos pratiques. Mais j'aimerais quand même vous dire une chose sur ce point. Je pense qu'on a de là une forme de tropisme à vouloir opposer les deux, comme si ce qui était juste ne pouvait pas être écologique. Moi, je pense au contraire que si on veut justement faire la transition écologique, il faut être le plus juste possible. Je vais vous prendre un exemple concret. À l'autre bout de la ville, dans le 8e arrondissement, sur un petit bout de territoire qu'on appelle l'îlot Kennedy, se trouve aujourd'hui une des plus vieilles écoles de la ville de Lyon, qui est une école de type pailleron qu'il faut absolument qu'on casse et qu'on reconstruise parce qu'elle est plus aux normes. Et bien sur ce terrain où il y a cette école, on va reconstruire une école, mais on va aussi reconstruire un complexe sportif avec une piscine, on va aussi reconstruire les ateliers de la danse, c'est-à-dire un nouvel équipement culturel. Mais on va faire ces bâtiments avec les techniques et les normes les plus élevées en matière de construction, en matière de respect de l'environnement. On va construire des bâtiments qui vont produire de l'énergie, qui vont capturer du carbone. Et on fait ça dans un quartier qui est un quartier populaire. Parce que dans les quartiers populaires, on doit apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est ça la justice. Et ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui, eh bien, c'est de construire, pour ce qui est des bâtiments publics, quand on doit construire, c'est de construire avec les plus hautes normes possibles qui nous permettent effectivement d'engager la transition. Souvent, on oppose justice sociale et transition écologique. Il ne faut pas les opposer parce que bien souvent, être juste, c'est aller dans le sens de la transition écologique. Merci Grégory Doucet sur ce mot et sur cet exemple concret dans le 8e arrondissement dans lequel on peut aller justement avec la rédaction de la Tribune voir ce projet. Peut-être dire un mot, de remercier les entreprises qui sont associées quand même à cette matinée. Ça serait une erreur de ma part de ne pas le faire. Je remercie le groupe RATP, Keolis, Nexity, le groupe La Poste, LP Promotion et le groupe Transdev de nous accompagner durant toute cette matinée. Merci Grégory Doucet, merci Stéphane Labranche. Plus de sociologie dans la bataille du climat nous ferait beaucoup de bien. On va passer à la suite avec nos journalistes Martin Delavenne et Raphaël Duchemin. Restez en direct sur la Tribune, ici depuis l'Hôtel de Ville de Lyon. Merci à vous tous.